Bien le bonjour. À la faveur d'une invitation par le réseau INRA et SPE, je vous propose cette courte vidéo. Qu'est-ce qu'une image? La question à laquelle on va répondre dans un cadre bien sûr de bioimagerie, et c'est toujours le professeur Rousseau de l'Université d'Angers qui est avec vous. La question est plus profonde qu'il n'y paraît, si on regarde simplement la définition du dictionnaire. Une image, c'est la reproduction visuelle d'un objet réel. Donc les images ont une certaine valeur, comme nous le rappelle Confucius. Les éditeurs scientifiques nous demandent de plus en plus de produire un résumé visuel attaché à nos publications, façon d'envoyer une vue globale de ce qui est fait dans l'article. Mais on le sait, les images peuvent aussi prêter à illusion, ou encore même à controverse dans le cadre de certaines religions. Pour notre cerveau, une image est une représentation mentale. L'information dans les images, elle vient du regard que l'on porte sur les choses. Même si on sait que la vision opère en recevant des photons, en réalité, l'information qu'on va extraire d'une scène, eh bien, c'est bien l'intentionnalité de ce que l'on porte sur le monde, du regard qu'on porte sur le monde, qui va contenir l'information. Ce que l'on traduit parfois en disant « seeing is believing » en anglais. Voir, c'est croire. Par exemple, si j'observe cette image et que je suis un artiste, eh bien, peut-être ça va me faire penser à ce genre de représentation mentale, peut-être un tableau de Kandinsky ou autre. Et puis, si je suis biologiste, eh bien, dans tout ce fatras de petites structures imbriquées les unes dans les autres, je vais voir le cytoplasme et les mitochondries, et ne voir que ça presque, comme si ça me sautait aux yeux. Alors que moi-même, en tant que physicien, avant que je ne travaille sur ces images, je ne voyais absolument rien du tout. Je ne savais pas où regarder, où poser mon regard. Pour un ordinateur, une image, ça va être tout simplement un tableau, une matrice, avec des valeurs. Donc quand on zoome sur l'image, on finit par voir des petits rectangles ou carrés, qu'on appelle les pixels, les éléments d'une image qui se dit picture, donc picture element, pixel. Pour un ingénieur en analyse d'image, eh bien, il va prendre ces tableaux en entrée, ces tableaux, ces matrices, et en dialoguant avec l'ordinateur, il va extraire des nombres qu'on espère porteurs d'informations sur la question biologique qui a été posée en faisant l'acquisition de cette image. Ces nombres, ils peuvent être de l'ordre du comptage, de la détection, de la reconnaissance, de la cartographie, etc. Alors on a différents formats d'images. On commence par des images binaires. Matrice, tableau, matrice, c'est la même chose. Rectangulaire, dont les éléments ne peuvent valoir que deux valeurs, 0 ou 1. 0, typiquement, classiquement, une valeur noire, et puis le 1 va être une valeur blanche. Si on autorise davantage de niveaux de gris, on va avoir des images d'intensité. C'est toujours une matrice rectangulaire dans laquelle chaque élément représente l'intensité sur une échelle bornée. Donc si on prend des images de niveau de gris qui vont entre 0 et 7, c'est-à-dire 8 niveaux au total, on va partir du noir le plus profond à 0 et puis finir par le blanc complet à 7. Et bien que là on soit dans un dégradé de niveau de gris, il faut savoir que en fait, les informations sont elles-mêmes codées en binaire à l'intérieur de l'ordinateur, comme vous le savez sans doute. Alors, on voit que le nombre de niveaux de gris sur l'image va être lié à sans doute la taille mémoire. Ici, on était codé sur 3 niveaux, c'est-à-dire 3 bits, et donc plus on va associer de niveaux, c'est-à-dire plus on va associer de bits pour coder l'image, eh bien, plus on va avoir de dégradés possibles. Donc si on a un codage sur un bit, chaque pixel ne peut prendre que deux valeurs 0 et 1, l'image est dite binaire. Puis si on code l'image sur n bits, on a 2 puissance n,
niveau de gris. Donc quand n égale 1, on a bien 2 puissance 1 égale 2, donc 0,1. Donc ça colle bien. Et alors, on voit pas les effets on perd les effets de quantification des niveaux de gris dans l'image quand on dépasse 7 bits, donc à partir de 8 bits. On voit plus les effets de saut de niveau de gris dans l'image, donc ça correspond à 256 niveaux de gris. Il existe un certain nombre de caméras qui vont au-delà de 8 bits, et donc ce que vous voyez n'est pas forcément ce que vous avez, puisque votre œil n'arrive plus à discerner les petits détails, mais ils sont là captés dans la matrice, et c'est tout l'intérêt de la bioimagerie, d'essayer d'extraire des informations de ces images, y compris quand elles vont au-delà de la capacité à discerner des petits détails de niveau de gris par un œil humain. Une illustration plus qualitative ici. Donc si on imagine qu'on a à gauche un continuum de niveau de gris, on a la quantification sur 1 bit, sur 2 bits, sur 3 bits, sur 4 bits, et donc on voit que plus on augmente le nombre de digits sur lesquels on encode les niveaux de gris, et plus on va avoir une finesse dans le dégradé des niveaux de gris, au point où, passé 8 bits, comme je le disais il y a un instant, on ne voit plus cette quantification, et tout nous semble comme si c'était continu. Vous le savez, les images peuvent aussi être en couleur, donc on a une vision humaine qui est basée sur la trichromatie. On a trois types de capteurs pour coder les couleurs, et donc les technologies de représentation des images, comme les écrans que vous regardez actuellement, eh bien, utilisent aussi trois photochromes pour nous donner à voir des images colorées avec une répartition différente de rouge, de vert ou de bleu. Donc on peut synthétiser les couleurs perceptibles par l'œil en superposant trois couleurs de base, généralement le rouge, vert, bleu. Pour représenter l'image couleur, il faut donc trois matrices d'intensité. Donc une image couleur, c'est simplement trois tableaux. Un tableau qui va encoder le pourcentage de rouge, l'autre celui de vert et le troisième celui de bleu. Donc si on regarde dans la case en haut à gauche, on a 50% de rouge, 50% de vert, 50% de bleu. On est à 50% de leur maximum chacun. Et donc on va être sur quelque chose qui va être gris. Sur la case en haut à droite, on a 100% dans le rouge, 0% dans le vert et 0% dans le bleu. On est sur du rouge. Et ainsi de suite. Donc, si on avait 0, 0, 0, ben on est dans le noir. Si on a 1, 1, 1, on est dans le blanc. Et ainsi de suite. Alors, on l'a vu, là, on pouvait passer d'une image en niveau de gris à une image couleur en multipliant les composantes, une composante rouge, une composante verte, une composante bleue. Et en fait, on peut étendre encore à d'autres dimensions, par exemple des tableaux en 3 dimensions, chacune représentant x, y, et puis la troisième étant une composante en z. C'est ce qu'on fait quand on a des images en tomographie à rayons X, soit les plantes, par exemple, à gauche, ici. On peut aussi multiplier les longueurs d'onde, plutôt que de se limiter à 3 couleurs rouge, vert, bleu, et bien utiliser des caméras qui, tels des spectromètres, vont avoir une information sur différentes longueurs d'onde, et on remplace Z ici par la longueur d'onde, donc ce serait qu'une pile d'image, où chaque pixel va encoder une sorte de spectre. Et puis cette troisième dimension, XY, peut aussi être par exemple le temps, lorsqu'on fait des timelapses, c'est-à-dire des enregistrements d'une scène à intervalles réguliers tout au cours du temps, qui nous permettent par exemple en imagerie des plantes eh bien, de voir des organes se développer, des maladies apparaître, etc. Il existe des images qu'on appelle computationnelles, c'est un mot assez à la mode, et ce que ça désigne, c'est le fait que les tableaux natifs, si on les donne à voir à un œil humain, eh ne sont pas spécialement interprétables. Elles correspondent à l'état dans lequel les données ont été acquises, et il faut faire une transformation, un calcul, une computation, en mauvais français, pour reconstruire l'objet tel qu'on aurait pu le voir avec nos yeux, tel qu'interprétable par nos yeux humains. Donc à droite, on a ici ce qu'on appelle le sinogramme, ils sont les formats de données tels que on les obtient de manière native à la sortie d'un tomographe, et puis après une opération mathématique de reconstruction, eh bien on peut voir l'objet qui correspond ici à une sorte de cylindre avec de petits ronds à l'intérieur.
Un aspect important sur ces tableaux, c'est la dimension des images. On va tout simplement calculer la taille d'une mémoire occupée par une image comme étant le produit de longueur et largeur du tableau fois le nombre de bits sur lesquels est codé chaque digit. Donc si vous n'avez qu'une composante, ça va être le nombre chaque pixel. Donc si vous n'avez qu'une composante, eh bien c'est le poids de cette composante. Si vous avez plusieurs composantes sur une image couleur, par exemple, il faudra multiplier par 3, et ainsi de suite si vous avez d'autres composantes comme les images hyperspectrales, time-lapse ou autres dont on a parlé. Donc évidemment, ce petit calcul, cette simple multiplication est à faire avant le prochain achat de robots de phénotypage pour savoir de quelle taille mémoire vous allez avoir besoin quand vous allez faire vos runs de phénotypage. Alors on en revient au point de vue de l'ingénieur en analyse d'image. Sur une image, on a dit, il prend des tableaux en entrée, on vient de présenter les différents types de tableaux qu'on pouvait avoir, et il va falloir extraire des nombres, donc c'est analyser. Donc analyser, par analogie avec ce qu'on dit en chimie, ça signifie finalement réduire, extraire à quelque chose qui correspond à l'information. Et donc ce qu'on espère, c'est que, si on a bien analysé, c'est que la taille des nombres qu'on va produire en sortie, eh bien, va être beaucoup plus petite que la taille du tableau de départ, pour qu'on ait extrait l'information. Alors comment analyser une image? Comment faire cette réduction de l'image initiale à des nombres porteurs d'informations biologiques? Alors il y a grosso modo, une manière de classifier peut être de séparer entre des approches qu'on va appeler basées modèles mathématiques, et puis des approches basées sur la data et des algorithmes. Donc en haut, ce qu'on va essayer de faire, c'est de modéliser l'image avec des a priori biologiques et des outils mathématiques. Et puis en bas, on va modéliser l'image avec plein d'images. On va prendre plein d'images du même type qui se ressemblent mais différentes. Et puis on va mettre ça à l'entrée d'algorithmes qui vont essayer de trouver des invariances, qui vont essayer de trouver les invariants qu'on n'a pas su exprimer mathématiquement comme en haut, et qui va les faire apparaître en cherchant sur la base des données elles-mêmes et sans forcément la modélisation, la géométrisation d'un expert humain en entrée. Alors on va se focaliser, nous, sur cette approche de géomètre dans cette vidéo, mais on verra que toutes les informations que je vais donner par la suite seront également valables pour une approche de type machine learning. Alors, le premier point de vue peut être de modéliser une image comme une distribution aléatoire, comme la réalisation d'une distribution aléatoire. Donc, par exemple, on a un tableau, l'image là, qui fait 3 lignes et 5 colonnes, et donc on peut considérer que c'est comme la réalisation d'une variable aléatoire ici, avec 3 valeurs possibles, 1, 2 et 3, et donc calculer l'histogramme de cette distribution et en déduire la fréquence, qui va être le compte de chacune des niveaux de grille divisé par la taille de l'image. Donc ici il y avait 9, 1, et puis donc on va avoir une probabilité d'avoir des 1, ou une fréquence d'avoir des 1 qui va être 9 divisé par la taille de l'image, 9 divisé par 15, et ainsi de suite. Alors cette approche en imagerie des plantes, elle peut tout à fait s'appliquer par exemple à l'imagerie de fluorescence de chlorophylle, où on peut modéliser, comme on le voit ici, en extrayant les niveaux de gris à l'intérieur du feuillage, eh bien, des distributions qui ont l'air d'être relativement similaires d'une image à l'autre. Et donc ce qu'on a montré par exemple dans ce papier, c'est qu'en synthétisant en réalisant des images de synthèse qu'on a modélisées comme des distributions, en l'occurrence ici de type gaussienne, on pouvait par exemple entraîner un algorithme à traiter des images réelles. Donc on a ramené toute la complexité de la feuille à simplement une sorte de bruit blanc gaussien,
distribuées selon des valeurs moyennes et écart type qui pouvaient varier en fonction par exemple de l'état sanitaire de la plante, mais donc ramener toute l'image, toute la complexité biologique à simplement une distribution. Donc ça, très utile dans tout ce qui va être image très, très brutée, où finalement on peut réduire toute la structure de la feuille à seulement 2 paramètres, sigma et mu, donc on a bien fait notre effort d'analyse et de diminution de la complexité de nos structures. Une image peut maintenant être vue comme une surface, donc ici, si je prends cette image et puis que je considère les valeurs en niveau de gris X, Y, et que je représente l'intensité comme une altitude en Z, eh bien on va avoir cette structure qui nous fait apparaître finalement les sauts de niveau de gris dans l'image. Alors ce type d'approche est très utile quand on utilise par exemple des lidars, qui sont simplement des capteurs qui vont mesurer le temps de vol entre une onde infrarouge qui est envoyée sur la plante et puis le temps qu'elle met pour revenir à être captée par la caméra. Une des premiers lidars à bas coût qui avait été utilisé par les plantes, en l'occurrence par nous. Ces caméras issues des jeux vidéo, mais il en existe de nombreux autres à usage plus professionnel. Et donc on peut voir, on voit la plante qu'on a ici, et donc elle va se traduire en fait dans la petite image B comme une surface qui correspond à la distance à la caméra. Alors cette surface, elle n'est pas véritablement 3D, parce qu'elle est seulement 2D et demi ici. On ne peut pas avoir deux objets qui sont l'un derrière l'autre, puisque à partir du moment où la lumière s'est réfléchie, la lumière n'est pas allée derrière. Donc on a une surface qui n'a pas de trou derrière. En l'occurrence, dans cet article, ce qu'on a fait, c'est tourner autour de la plante, et donc de fusionner l'ensemble de ces vues pour produire une image en 3D véritablement. Une image peut être vue comme également des contours ou des régions. Donc les contours vont être les endroits où justement on a des sauts en intensité qui correspondaient aux bords qu'on voyait sur la surface là. Et puis les régions vont correspondre à des endroits où on a des sortes de plateaux de niveau de gris qui sont relativement homogènes. Alors ce point de vue sous forme de contours et de régions est très utilisé en imagerie des plantes quand il est question d'imagerie aérienne par drone ou satellite, où on va résumer le contenu d'une parcelle à la valeur moyenne ou à la texture sous forme de variance ou à quelques éléments statistiques. Et pour cela, on va utiliser les haies, si on est dans du bocage, pour extraire les contours entre les différentes parcelles, où on va utiliser les différences de propriétés statistiques entre les régions pour pouvoir extraire chacune des régions séparément. Une image peut être vue également dans un ordinateur comme des points d'intérêt, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le pari que l'ensemble de l'image est porteur d'informations, seulement peut-être certains points d'intérêt sont porteurs d'informations. Cette approche qui a été d'introduction plus récente en traitement d'image est d'une certaine manière bio-inspirée de la façon dont notre œil analyse une scène. Par exemple, ici, vous avez à droite la première expérience d'eye tracking, c'est-à-dire d'oculométrie, où on a suivi du regard, on a analysé le suivi du regard de personnes à qui on donnait à voir cette image en fonction de ce qu'on leur demandait de regarder dans l'image. Donc une observation libre ou une question qui consistait à avoir l'estimation des conditions matérielles des personnes vivant dans la scène qu'on nous donne à voir, d'estimer l'âge des personnes, etc. On voit qu'effectivement, en fonction de la question qui est posée, le chemin n'est pas le même, mais on voit aussi, et ça, quelle que soit la question qui est posée, que à aucun moment, l'œil humain ne regarde bêtement comme un ordinateur tous les pixels les uns derrière les autres pour analyser le contenu de l'image, se focalise sur des zones particulières.
Alors, extraire des points d'intérêt peut être quelque chose de très intéressant pour ensuite, finalement, relier ces points d'intérêt dans le cadre d'un graphe, comme on le fait par exemple très couramment dans l'analyse des systèmes racinaires en imagerie des plantes. Enfin, une image peut être vue comme des objets d'intérêt. Vous avez tous fait l'expérience avec votre smartphone. Quand vous prenez une photo, eh bien, vous voyez que au moment de la prise de photo, pour la mise au point, eh bien, il y a une petite rectangle qui vient entourer les visages qui sont reconnus quasiment en temps réel. Hein, c'est des algorithmes très, très rapides et qui vont focaliser, qui vont utiliser la présence de ces visages pour ajuster les paramètres d'acquisition. Donc seulement les bords ou le contenu de ce qui est à l'intérieur de cette boîte va être pris en compte pour ajuster les paramètres d'acquisition. Alors on va laisser cette image de Léna et toutes les représentations, les vieilles représentations qu'elle apporte avec elle, se rhabiller et se retirer pour faire un petit message global. Si on veut analyser des images, il va d'une certaine manière falloir un peu oublier la biologie pour tenter de géométriser notre scène. Et cette géométrisation va nous permettre de filtrer les images avec les structures d'intérêt. Alors je vous ai montré de manière séquentielle un certain nombre de points de vue que peut avoir un ordinateur pour se focaliser sur telle ou telle partie d'une image, ou traduire en des termes géométriques ou mathématiques une image. Bien sûr, on peut tout à fait aborder une même image avec différents points de vue géométriques. Par exemple, ici sur cette scène, on extrait des blobs, des ronds à gauche, on extrait des points sous forme de coins, ou on extrait des régions qui portent une forme d'homogénéité des niveaux de gris et de stabilité autour de niveaux de gris moyens. Et alors le quid de l'approche machine learning que j'ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, où on modélise l'image avec plein d'images et des algorithmes. Alors ça marche très bien, merci pour ceux qui en font comme nous. Alors quelques conditions toutefois, il faut qu'on ait beaucoup d'images, minimum plusieurs centaines, pour pouvoir de manière robuste garantir que les images qu'on va donner à l'algorithme sont suffisamment représentatives de la variabilité de vos génotypes, mais également qu'on ait la place de garder un petit peu d'images pour ajuster les hyperparamètres de nos algorithmes, et enfin une autre partie des images pour tester sur des images qui n'ont pas servi à entraîner la machine et de vérifier qu'on a bien des performances qui restent correctes, y compris sur des données qui n'ont pas été vues. Ces approches vont aussi justifier si on a une grande variabilité, si on a de grandes variabilités et qu'on n'a aucune intuition sur la géométrie du problème. Alors d'ailleurs, les deux approches ne s'opposent pas. On peut très bien démarrer sur une approche machine learning, se rendre compte qu'en fait on était sur un problème relativement simple si on n'avait pas d'intuition dessus, et puis ensuite tenter plutôt de géométriser pour simplifier l'affaire, ou au contraire démarrer avec un a priori géométrique fort et se rendre compte que la complexité est plus grande que ce qu'on pensait, et donc traiter les cas difficiles au moyen d'un algorithme de machine learning. On est libre de rester analytique et d'attaquer, d'utiliser les différents outils à la manière qui nous semble le plus appropriée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les algorithmes peuvent prendre en entrée les différents encodages des images que je vous ai présentés avant. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à des images denses dans leur totalité, pris éventuellement par petites imagettes, vous allez avoir un type d'algorithme particulier. Si vous vous extrayez des graphes, vous allez avoir des types d'algorithmes particuliers. Si vous extrayez des nuages de points, vous allez avoir un type d'algorithme particulier, et ainsi de suite. Et donc, il peut être intéressant de voir quel est l'encodage le plus adapté, malgré tout, de nos images, même si on utilise derrière un algorithme pour prendre des décisions dans cet espace de représentation. Alors, on va finir avec un petit exercice. Que voyons-nous dans cette
scène. Alors peut-être qu'avant de l'avoir vue, vous auriez dit un sol avec des plantations et des mauvaises herbes. Et j'espère qu'après cette vidéo, vous voyez des contours, vous voyez des objets, vous voyez des textures apparaître dans l'image, les aspects de géométrisation que nous avons évoqués avant. Voilà, donc je vous encourage à pratiquer cette lecture géométrique dans vos images via des TP, en ouvrant des images avec des logiciels. Je vous remercie pour votre attention.